C'est parti? On y va? C'est parti. Allez, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre encore une fois pour cette chronique du partage tous les troisièmes jeudis du mois. On va parler aujourd'hui intéressement de projet. Avant ça, je me présente quand même. Je suis Marie-Noëlle Auclair et je suis directrice de l'expertise chez RS. Et je suis donc avec Eric. Eric, donc je suis directeur commercial régional pour la Nouvelle-Aquitaine et chargé d'animation et de formation auprès des métiers de l'expertise comptable. Très bien. Donc, on va… oui, tu as raison. Petit point. Donc, ce webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout, vous voulez le revoir, pas de problème. On vous le mettra à disposition. Ainsi que le support. Et ainsi que le support, bien sûr. On vous propose aujourd'hui le sommaire suivant, un petit rappel de là où on en est sur cette fameuse loi de partage de la valeur, et puis le sujet vraiment abordé aujourd'hui, ça va être l'intéressement de projet, et on va voir un peu les caractéristiques et comment on peut le mettre en œuvre à travers un certain nombre d'exemples qu'on vous présentera sur ce cas très particulier de l'intéressement de projet. Alors, si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on vous rappelle quand même juste avant ça, voilà, je te laisse passer les slides, que donc on a bien une série que l'on tient sur cette loi de la valeur qui nous réunit tous les troisièmes jeudis du mois à 14h30 pour généralement un format d'à peu près 1 heure. On a déjà fait un certain nombre d'épisodes, on a déjà fait 3 épisodes sur des sujets différents. Aujourd'hui, on est sur le 4e épisode et on espère que pour celui du mois de mai, on pourra venir vous parler de ces fameux décrets que l'on attend depuis le mois de janvier maintenant et qui ont été moult fois repoussés par l'administration, mais là, ça semble quand même se préciser. On nous annonce une date de parution mi-mai qui devrait être cette fois-ci tenue. Donc, on espère vous parler le 16 mai, si on le peut, qui est le 3e jeudi du mois de mai. Peut-être qu'on décalera exceptionnellement cette session-là pour se caler au plus juste de la parution des décrets. On vous tiendra informé de toute façon. Mais l'idée de cette chronique du partage, c'est bien d'évoquer avec vous tous les sujets autour du partage de la valeur au cours de cette année 2024 et ça pour appréhender notamment les nouveautés réglementaires issues de cette loi de partage de la valeur. Alors, si on fait peut-être juste un petit retour très rapide sur là où on en est, donc on vous a remis toute la frise et toute l'épopée de cette loi qui a commencé finalement fin 2022 avec les partenaires sociaux côté salariés, côté employeurs qui se sont réunis pour atterrir à la publication d'une loi en fin 2023. Et là, on attend encore, comme je vous le disais à l'instant, les décrets et une circulaire d'application qui est un système de questions-réponses hyper pratique pour nous permettre d'appliquer cette loi sur un certain nombre de mesures et d'en comprendre un certain nombre de dispositions qui sont encore un peu floues. Donc, on attend ça avec impatience. Et une fois qu'on aura ça, on pourra complètement déployer cette nouvelle loi. Donc là, on en est vraiment à la fin du process législatif et réglementaire. On va continuer. Voilà. Alors, l'idée, encore une fois, de cette chronique, c'est notamment avec cette grande disposition de la loi qui est vraiment fondatrice, on va dire, pour les entreprises de 11 à 50 salariés, puisqu'elle prévoit désormais que, à partir du 1er janvier 2025, toute entreprise de plus de 11 salariés, enfin à partir de 11 salariés et jusqu'à 50 salariés, devra proposer à ses salariés au moins un dispositif de partage de la valeur. Donc, qui sont concernés, donc les entreprises de 11 à 50, qui ne sont évidemment aujourd'hui pas équipées d'un dispositif de partage de la valeur,
et qui sont profitables. Et donc, la clause de profitabilité, c'est que l'entreprise ait un bénéfice net fiscal qui soit supérieur à 1% du chiffre d'affaires sur les 3 derniers exercices consécutifs. Donc, chaque année, on regardera si les 3 années d'avant, on a eu cette condition d'effectif et cette condition de profitabilité. Dans ce cas-là, l'entreprise devra mettre en place un mécanisme d'intéressement, de participation, de partage de la valeur, ou bien d'ajouter un abondement, si elle a déjà un plan d'épargne mais qui n'avait pas d'abondement, et bien d'ajouter un abondement dans un plan d'épargne, PE, PEI ou PERECO, PERECO. Et donc, cette obligation à partir de janvier 2025, donc il va être important tout au long de l'année 2024 de commencer à préparer vos entreprises clientes qui seraient dans ce cas-là pour commencer à réfléchir à ce sujet-là pour qu'en dès 2025, vous soyez tous prêts à mettre en œuvre cette disposition-là. Donc, voilà ce qu'on pouvait rappeler rapidement sur ce principe. Encore une fois, c'est vraiment la disposition phare pour les TPE, PME de cette loi partage de la valeur. Alors, avant de passer dans le vif du sujet de l'intéressement de projet, on va juste rappeler quelques fondamentaux de l'intéressement. Alors, l'intéressement, c'est un accord d'entreprise qui permet de distribuer une prime sous condition de réalisation d'objectifs. Et donc, quand on veut faire un intéressement, on a un certain nombre de principes fondamentaux à respecter, notamment, et ça c'est très important, et alors il s'adresse à l'intéressement, mais il s'adresse aussi à la participation et à la prime de partage de la valeur, hein. C'est un principe de non-substitution au salaire. C'est-à-dire que si je mets en place un intéressement, eh bien, la prime qui va être distribuée ne doit pas venir en remplacement d'un élément de rémunération. Par exemple, d'une prime d'un variable, par exemple, que j'avais l'habitude de distribuer. Je me dis, ah bah quand même, c'est beaucoup plus intéressant fiscalement et socialement de distribuer de l'intéressement qui sera non chargé. Et donc, je vais remplacer mes primes de variables par un accord d'intéressement. C'est magnifique. Donc ça n'est pas possible. Ou alors, si je le fais, je dois respecter au moins une année de carence entre le dernier versement de ma prime chargée, comme du salaire, et la signature de mon nouvel accord d'intéressement. Mais principe très important dans la mise en place de l'intéressement. Deuxième principe, l'intéressement est un dispositif collectif. Donc, il va s'appliquer à l'ensemble de mes collaborateurs et je ne peux pas exclure soit des gens évidemment individuellement ou même des collèges. Donc, c'est bien un mécanisme qui est collectif. Qui fait aussi que potentiellement, ça ne remplace pas un salaire avec un variable que je pourrais ajuster, qui serait des variables, par exemple, individuelles. Là, on est dans un autre système. L'un n'exclut pas l'autre, mais l'intéressement est bien toujours sur du collectif. Troisième principe important, c'est le caractère aléatoire de la formule, c'est-à-dire que dans les objectifs, les objectifs que je vais définir dans mon accord d'intéressement, eh bien, je dois faire en sorte que quand je définis mes seuils d'atteinte d'objectifs, je dois pouvoir ne pas y arriver. C'est-à-dire que si je mets un objectif de résultat, eh bien, l'administration regardera si dans mon historique, dans l'historique de l'entreprise, sur les 3 dernières années, par exemple, est-ce que j'ai à chaque fois très largement atteint le seuil que j'ai fixé dans mon accord d'intéressement et à ce moment-là, on va me dire, ça ne semble pas très aléatoire votre seuil parce qu'en fait, si on regarde votre historique, vous avez toujours fait largement mieux que ce résultat-là. Donc, moi, administration, je considère que ça n'est pas aléatoire. On peut remettre en question cette façon de penser, mais en tout cas, c'est ce que l'administration pourra demander et pourra remettre en cause vis-à-vis de cet accord d'intéressement. Donc, attention au caractère aléatoire. Quand je définis mes objectifs, encore une fois, le seuil d'atteinte à mettre en place doit faire en sorte que ça doit être un vrai objectif réalisable.
Et puis, le dernier principe qui est aussi important, c'est que l'entreprise doit être à jour de sa représentation du personnel. C'est-à-dire que si j'ai l'effectif suffisant dans l'entreprise pour organiser des élections au CSE, Comité social et économique, eh bien, je dois l'avoir fait. Si je suis dans cette obligation, je dois l'avoir fait avant de conclure mon accord d'intéressement ou d'ailleurs tout accord d'épargne salariale. Il faut être à jour de sa représentation du personnel. Donc, j'ai organisé mes élections. Soit j'ai élu des gens qui se sont présentés, soit il n'y a eu personne et j'ai établi un PV de carence qui fait que je suis bien à jour de ma représentation. J'ai réalisé mon obligation d'organiser des élections. Aucun candidat s'est présenté. J'ai un PV de carence. Et là, je suis dans les règles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les principes fondamentaux sur l'intéressement. Alors, Eric, je vais te passer la main pour un petit quiz très rapide sur l'intéressement de projet. Tout à fait, Marie-Noël. C'est l'heure du quiz. Donc, on va partager 2 questions avec nos participants. Et est-ce que tu me confirmes que le quiz apparaît bien à l'écran? Donc, vous avez une première question, histoire de voir un peu ce que vous pensez de cet intéressement de projet que nous allons aborder plus en détail avec Marie-Noël. L'intéressement de projet doit être proposé à l'ensemble des salariés. Donc, soit la réponse oui, soit la réponse non. Et puis, vous avez une deuxième question. Si l'intéressement couvrant l'ensemble du personnel ne se déclenche pas, l'intéressement de projet, lui, peut donc se déclencher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Donc, nous vous laissons encore 1 minute et Marie-Noël, nous analyserons les réponses de nos participants et nous donnerons la nôtre. Alors, c'est assez amusant puisque la question 1 n'est pas très fortement tranchée. La 2, en revanche, nos participants semblent à plus des 3/4 qui ont voté pour l'instant, à presque 80% de ceux qui ont voté pour l'instant, puisque des votes continuent. Quelques secondes encore avant que je ne mette fin à ce questionnaire. 80% pour la question 2 ont choisi la réponse oui. La question, est-ce que c'est la bonne? Est-ce qu'il y avait un piège ou pas? Et pour ceux qui ont déjà voté, mauvaise nouvelle, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Eh bien, je vais mettre fin au sondage, Marie-Noël. Voilà, donc question numéro 1, Marie-Noël, c'était la réponse oui ou la réponse non. Le suspense est insoutenable. Alors, attends, vas-y, remets-moi les questions parce que l'intéressement de projet doit être proposé à l'ensemble des salariés. Eh bien, non, c'est tout l'intérêt de l'intéressement de projet, c'est bien de pouvoir le proposer à quelques-uns et pas à tout le monde. Donc, ça remet en cause juste le deuxième principe fondamental que je vous ai donné juste 2 minutes avant. Voilà, donc c'est l'énorme souplesse de l'intéressement de projet. Ouais, on va voir ça. Évidemment, on fera attention quand même de ne pas mettre dedans que le CODIR et les rémunérations les plus élevées et des mandataires sociaux dans des boîtes de moins de 250 salariés. Il y a le texte et l'esprit du texte, comme on aime le dire chez RS, mais effectivement, c'est son énorme souplesse. Alors, question numéro 2, Marie-Noël, où là, les réponses sont très tranchées, puisqu'on a 81% de oui. Si l'intéressement couvrant l'ensemble du personnel ne se déclenche pas, l'intéressement de projet peut, lui, se déclencher. Oui, bien sûr. On va le voir encore une fois tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est que quand on met un intéressement de projet, je dois avoir un intéressement qui couvre tout le monde, donc un intéressement classique. Mais peu importe que s'il ne se déclenche pas, si l'intéressement de projet avec les objectifs que j'ai dans l'intéressement de projet sont atteints, mon intéressement de projet se déclenchera. Donc, la réponse était oui. Parfait. Eh bien, rentrons donc tout de suite dans le vif du sujet, Marie-Noël. Quid de ce fameux intéressement de projet? Alors, de quoi on parle d'intéressement de projet?
eh bien, on va parler de l'association de tout ou partie des salariés à la réalisation d'un projet spécifique. C'est-à-dire que contrairement à l'intéressement classique, où on va définir des objectifs, encore une fois, collectifs sur l'ensemble du personnel, eh bien là, on va définir un projet spécifique et on va pouvoir intégrer dans ce projet spécifique des équipes ou des personnes spécifiques. Donc, qu'est-ce que c'est un projet spécifique? Alors, vous avez mis quelques exemples là, mais en fait, la variété des projets est infinie. À partir du moment, encore une fois, où c'est un vrai projet. Ça peut être la réalisation d'un chantier. Alors, ça, typiquement, l'exemple du viaduc de Millau, c'est vraiment le côté historique de comment a été fait cet intéressement de projet. Parce que l'intéressement de projet, en fait, il existe depuis 2006 de mémoire. Donc, la réglementation sur cet intéressement de projet existe depuis longtemps, mais il n'a pas été mis en œuvre jusqu'à très récemment parce il permettait de faire un accord d'intéressement, non pas au sein d'une seule entreprise, mais au sein de plusieurs entreprises différentes qui travaillaient sur un même projet, typiquement des projets de grande envergure comme ça, comme par exemple le viaduc de Millau. Sauf qu'en fait, ça n'a pas marché parce que quand vous avez des entreprises différentes qui ont chacune leur mécanisme potentiellement différent avec des instances, des délégués syndicaux, des CSE, etc., chacun a négocié au sein de son périmètre des dispositifs, remettre un dispositif sur ce projet-là, en fait, ça marche pas, on ne sait pas comment le négocier, on ne sait pas, voilà, chacun envie de négocier dans son périmètre et pas au périmètre des autres sociétés. Enfin, bref, ce truc-là n'a pas du tout marché. Et donc, la loi Pacte est venue dire, OK, maintenant, on peut faire un projet à l'intérieur d'une même entreprise. Et donc, c'est là qu'est vraiment l'intérêt de ce nouvel intéressement de projet, c'est que désormais, au sein d'une même entreprise, on peut donc définir un projet spécifique. Par exemple, un projet transverse pluriannuel, ça peut être typiquement un projet informatique de développement d'un outil, mais qui finalement va faire bosser alors, les équipes informatiques, mais qui va aussi pouvoir faire travailler, j'en sais rien, le commerce, ou des équipes support. Voilà, et donc, on va être sur un projet long qui va faire intervenir plein de gens qui ne sont pas forcément dans les mêmes équipes. Eh bien, ça, typiquement, c'est vraiment ce qui peut être couvert par un intéressement de projet. Donc, dans l'entreprise, on aura notre intéressement classique qui va couvrir tout le monde. Et puis, spécifiquement, sur ce projet-là, on va définir très précisément, et c'est ça qui est très important dans l'intéressement de projet, c'est de définir précisément qui sont les gens qui vont intervenir réellement sur le projet et pouvoir porter cet intéressement, on va le voir même de manière potentiellement pluriannuelle. Et donc, effectivement, comment on va définir le champ d'application ou le périmètre de cet intéressement de projet? Eh bien, donc, on l'a dit, c'est soit au sein de plusieurs entreprises, mais encore une fois, ça ne marche pas. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est plutôt tout ou partie d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. C'est-à-dire que là, on va être entre plusieurs entreprises, mais on va dire qu'on est chez soi. On reste au sein d'un même groupe avec potentiellement, encore une fois, les mêmes des accords de base qui peuvent être aussi des accords de groupe. Donc là, c'est un petit peu différent. Mais on va définir quel périmètre au niveau des entités et puis quel périmètre au niveau des salariés. Et encore une fois, au niveau des salariés, on remet en cause d'une certaine manière le caractère collectif historique de l'accord d'intéressement et on va pouvoir dire sont bénéficiaires, enfin sont dans le périmètre de l'intéressement de projet, eh bien un tel, un tel, un tel et un tel. C'est-à-dire qu'on peut donner des noms. Soit on a une équipe, soit on définit des métiers, par exemple, ou des postes de métiers, soit on peut carrément nommer les gens qui seront à l'intérieur de l'intéressement de projet. Tout ça, c'est la direction qui va dire, voilà, dans ce projet-là, moi j'estime que voilà les gens qui concourent à la réalisation de ce projet. Et donc,
on va définir qui on met dans ce périmètre de l'intéressement projet. Donc, c'est ça qui est très intéressant et qui en fait que c'est très souple, puisqu'on n'a même pas de notion d'équipe. Forcément, ça peut être une personne qui travaille au sein d'une autre équipe, mais qui finalement va intervenir sur un projet, encore une fois, transverse. Donc, mais c'est la seule personne de cette équipe-là ou sur ce métier-là qui va intervenir. Eh bien, ce sera la seule personne de cette équipe-là qui bénéficiera de l'intéressement de projet dès lors que les objectifs de l'intéressement de projet seront atteints. Donc, c'est ultra souple et on peut vraiment façonner encore une fois, pour récompenser, pour accompagner un projet spécifique. Comment on le met en place? Là, globalement, on le met en place comme un accord d'intéressement classique. Le prérequis, je l'ai dit, c'est que l'intéressement soit couverte, que l'entreprise soit couverte par un intéressement classique sur l'ensemble du personnel. Et puis, au-dessus, en fait, on va créer cet accord d'intéressement. La durée, c'est la même que l'accord d'intéressement, entre 1 et 5 ans. Mais là, encore une fois, on va pouvoir être potentiellement beaucoup plus souple, puisque si on est sur un projet, on va peut-être pas du tout prendre en compte des considérations, par exemple, de résultats ou de bénéfices ou de choses comme ça, d'éléments financiers qui sont quand même souvent dans les accords d'intéressement. Et donc, on n'a pas besoin de se caler sur la durée d'un exercice ou sur la date de clôture de l'exercice, par exemple. Si j'ai un projet qui est fait pour être livré, on est là en avril 2024, j'en sais rien, mon objectif de livraison, mon nouvel outil informatique, c'est le 1er juillet 2026, eh bien, je vais faire un accord qui va partir j'en sais rien, du 1er mai 2024 pour aller au 30 juin 2026, qui doit être ma date de lancement. Et si au 30 juin 2026, je livre mon nouvel outil, que j'ai bien réalisé mon projet, eh bien là, je pourrais déclencher ma prime. Donc en fait, on l'ajuste encore plus qu'un intéressement classique où normalement, même si on est entre 1 et 5 ans, on va être finalement entre 1 et 5 exercices. Là, on peut le décorréler et on peut faire quelque chose qui fait j'en sais rien, 14 mois, 18 mois, 23 mois, peu importe. Donc, c'est encore un petit peu plus souple. Les modalités de conclusion, elles sont les mêmes. À un détail près, c'est que quand l'on fait une ratification à la majorité des 2/3 de cet intéressement de projet, eh bien, on va faire ratifier uniquement les salariés qui sont concernés par le projet et pas 2/3 de mon effectif, de toute l'entité ou des entités si j'ai plusieurs entreprises du même groupe qui sont concernées par ce projet. Donc, on va cantonner les 2/3 aux 2/3 des salariés concernés par le projet. C'est ça l'unique différence sur l'intéressement de projet. Et en termes de délai, vous savez qu'on a jusqu'à la fin de la première moitié, la première période de calcul pour signer un accord d'intéressement classique. Donc, typiquement, sur l'exercice fiscal 2024, je vais avoir sur le 1er janvier 31 décembre, je vais avoir jusqu'au 30 juin 2024 pour signer un accord applicable dès le 1er janvier 2024. Ben là, c'est un petit peu pareil. On s'adapte à la première période de calcul. Et donc, on va voir que des périodes de calcul, eh bien, elles peuvent varier entre ces 1 et 5 ans. Là, on peut prévoir des périodes de calcul qui varient et on n'est pas forcément sur l'exercice. Donc, l'important, c'est de signer avant la première moitié de ma période de calcul. Alors, justement, période de calcul, en fait, elles vont s'adapter. C'est ça qui fait là aussi la souplesse de l'intéressement de projet, c'est qu'en fait, elles vont s'adapter aux caractéristiques du projet. Donc, typiquement, si je reviens toujours à mon fameux projet informatique sur 2 ans ou 2 ans et demi, eh bien, j'ai la livraison. Donc, mon objectif ultime, c'est la livraison, la mise en production de mon nouvel outil auprès de mes utilisateurs, mais je peux avoir des lots de livraison intermédiaires où je me dis, en fait, au bout de 6 mois, je dois avoir réalisé telle chose, fait la première étape de la construction de cet outil. Et donc, je peux mettre des périodes de calcul qui vont correspondre, par exemple, à des lots de livraison de cet outil. Et ce qui permet aussi de saucissonner ou
de faire des périodes de versement plus courtes, notamment si j'ai un projet pluriannuel. Parce que si je fais un projet sur 2, 3, 4, 5 ans, je peux très bien verser ma prime une seule fois à la fin, si mon projet est atteint ou si mon objectif est réussi, et je verse qu'une seule fois à la fin. Pardon. Je ne suis pas obligée de verser tous les ans comme ça sur un intéressement classique. Mais ça peut potentiellement être un petit peu long pour les collaborateurs. Et donc, si j'ai comme ça des étapes intermédiaires, si ça correspond à la nature de mon projet, dans un projet pluriannuel, eh bien, je peux prévoir des étapes de calcul qui vont engendrer des étapes de versement. Et donc, mon lot 1 a été réalisé dans l'année suivante, eh bien, j'ai un premier versement qui correspond parce que mon lot 1, j'ai coché ma case, on a réussi à livrer dans les temps et correctement. Donc, tac, on débloque un morceau de la prime d'intéressement global, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pareil, ça en fait quelque chose de encore plus souple aussi qu'un intéressement classique où, encore une fois, on va être calé plutôt sur un exercice comptable général. Et puis, la répartition d'intéressement, voilà, c'est comme un intéressement classique. On va garder une répartition proportionnelle à la rémunération, proportionnelle au temps de présence ou uniforme, hein, même prime pour tout le monde, ou bien on mixe 2 ou 3 de ces modes de répartition. Donc là, on reste sur du classique, sur le mode de répartition. Eric, on peut peut-être… Voilà. Alors, sur les versements, j'ai déjà commencé à vous en parler un petit peu en vous disant que c'était justement très, très souple. Et puis, on a quand même des délais, effectivement, de versement. À partir du moment où on est sur un délai sur une première période de calcul et de versement qui va être supérieure à 12 mois, eh bien, on doit verser, comme sur l'intéressement classique, avant le dernier jour du 5e mois qui suit la fin de période de calcul. En revanche, si on est sur des périodes de calcul inférieures à 12 mois, eh bien, on devra verser dans les 2 mois qui suivent la fin de période de calcul. Et puis, sur les plafonds, on reste dans les plafonds que l'on connaît sur l'intéressement et le supplément d'intéressement. 20% de la masse salariale brute au total, plafond collectif, et 3/4 du PAS par an, donc à peu près à 35 000 au titre de 2024, un petit peu moins de 35 000 euros, par personne et par an. Là, on est bien à chaque fois par an. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le versement et les plafonds. Merci Marie-Noëlle. Je te propose de traiter quelques petites questions. Pour plus quelques questions avant de passer sur les exemples. Oui, on a des questions. Stéphane qui nous demande qu'est-ce qui se passe si un des salariés quitte l'entreprise au cours de l'intéressement de projet? Alors, ça c'est une vraie question, surtout quand on est sur des projets pluriannuels. Rien n'interdit d'intégrer une clause qui dit qu'il faut être présent au moment du versement de la prime, donc soit la prime intercalaire, soit la prime à la fin. Alors, les URSSAF n'aiment pas trop ce genre de clause, mais il n'y a rien qui l'interdit dans la loi. Si on a… on a quelques problèmes de son, Marie-Noëlle. On ne te comprend pas très bien. Ah, pardon. Il y a quelques problèmes de son. Ça coupe ou c'est pas assez fort? Ça coupe par moment et c'est métallique. La voix est métallique. Ouais, alors moi aussi, c'est un petit peu métallique aussi, ça coupe un peu. Alors, je ne sais pas si c'est ma connexion Peut-être coupe ta caméra pour prendre moins de bande passante de ton côté. Ouais, alors je coupe la caméra. Oui, à mon sens, il faut effectivement être présent, il faut avoir été présent moi, sur la période de calcul, notamment si on a des périodes intercalaires. Si on a un projet de 5 ans avec, j'en sais rien, qu'on met 3 périodes intercalaires, si on a été là au tout début et qu'on n'est plus là au bout des 5 ans, ça ne rime à rien qu'on continue à toucher les primes pendant 5 ans.
D'un point de vue conceptuel, ça ne marche pas. On n'a pas contribué au projet, on n'a pas contribué à l'avancement du projet. Voilà. Mais en revanche, sur la première période de calcul, c'est un petit peu comme sur un intéressement classique. En fait, on va finalement un peu adapter les règles. On va dire sur la première période de calcul, le salarié a été là, même s'il a été là la moitié du temps, bah, il aura une prime qui sera proportionnelle soit à sa rémunération, donc s'il a été là la moitié du temps, bah, il aura été payé une moitié de temps. S'il a eu un temps de présence, bah, c'est pareil, il aura été là la moitié du temps. Donc, on proratisera, sauf en cas de répartition uniforme. Là où je vous rappelle, c'est tout le monde a la même chose. Mais sinon, ça va proratiser, mais on va s'arrêter pour moi à la première période de calcul. Après, sur un projet qui serait avec une seule échéance, mettons à 3, 4 ou 5 ans, là, on peut supposer que quelqu'un qui partirait très tôt aurait quand même, alors encore une fois, il aurait la proportion de sa rémunération par rapport aux autres, mais on peut supposer quand même qu'il toucherait au bout des 5 ans quelque chose. Alors, d'où l'intérêt aussi potentiellement de faire des périodes intercalaires, ce qui permet de s'ajuster sur les équipes en place. Et la question se pose aussi pour celui qui arrive en cours de route sur le projet. Oui, tout à fait. L'avantage aussi d'avoir des accords d'intéressement qui sont conclus sur des intéressements de projet, pardon, qui sont conclus sur une période courte, c'est que s'il y a du turnover dans l'équipe projet, on peut ajuster l'effectif de l'équipe projet dans l'accord d'intéressement à renouveler. Donc, c'est bien de prévoir des points intermédiaires, surtout dans les petites structures. C'est quelque chose qui conserve la souplesse de l'intéressement de projet tel qu'il a été voulu. Une question de Bérangère. Tu vas me dire si j'ai la bonne réponse, Marie-Noël. Sa question est la suivante, c'est plafond. Donc, les plafonds d'intéressement, 20% en collectif et 75% du pass en individuel, sont-ils en plus du plafond de l'intéressement ou bien sont-ils compris dedans? Non, c'est un global. C'est un global. C'est un global par exercice, intéressement, supplément d'intéressement, intéressement de projet. Donc, même si les accords viennent se superposer, on va dire, le plafond global collectif et le plafond individuel restent le même par exercice. Une autre question de Laurent. 3 mois de carence. Ouais, alors, un spectateur anonyme à qui on remerciera pour sa prochaine question de lever son anonymat. Ouais. Mais je pense qu'on parle d'ancienneté là plutôt que de carence. Mais oui, ça s'applique de la même manière. C'est un accord d'intéressement globalement. Donc, on peut dire que l'on n'en bénéficie qu'à compter de 3 mois d'ancienneté maximum. Alors, Laurent, lui, aimerait qu'il n'y ait qu'une seule personne qui bénéficie de l'intéressement de projet. Alors là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a la loi et l'esprit de la loi. De la même manière qu'on peut avoir une entreprise avec un seul salarié donc qui bénéficie de l'intéressement, là, sur l'intéressement de projet, j'aurais un peu du mal à le conseiller quand même. Hormis pour faire avancer la jurisprudence, peut-être? Peut-être, mais ouais, là, vraiment sur une c'est seule très personne délicat, qui concourt à un projet, je pense que c'est compliqué de faire passer ça à l'administration qui aura plutôt envie de dire ça s'appelle un variable et puis tu vas payer des charges dessus plutôt. Merci. Exactement. Merci pour elle. Exactement. Est-ce qu'il y a une durée minimum du projet? 3 mois, 6 mois, nous demande Élodie. Non, alors l'accord, lui, il va de 1 an à 5 ans. Mais fondamentalement, le projet, alors un projet de 6 mois dans un accord d'1 an, ça paraît un peu plus compliqué à mettre en œuvre. C'est pareil, on pourra avoir un projet qui, par exemple, est pluriannuel et qu'on prend en cours de route. Mais ce n'est pas grave, on peut quand même donner ce projet-là et dire que si je reprends toujours mon histoire de lot 1, de lot 2, etc. Si le lot 1 a déjà été livré et qu'on met en place un intéressement de projet à partir du lot 2, par exemple, eh bien, on peut le prendre en cours de route et le continuer. Mais potentiellement, il n'y a pas, encore une fois, c'est très souple sur la durée des projets. Il faut que ce soit, faut qu'on arrive à l'adapter
mais c'est très souple sur la durée du projet. De toute façon, le Code du travail détermine une durée minimum de période de calcul pour un intéressement, qui est le trimestre, qui est 3 mois. On ne peut pas descendre en deçà. Sur la période de calcul, oui. Ouais. Donc, le bon sens voudrait qu'un projet qui pourrait avoir une durée très courte ait une durée qui ne soit pas inférieure à 3 mois. Alors, on va prendre une autre question et puis on verra les autres à la fin des exemples. Donc, celle de Stéphano. Si la liste des salariés change en cours de la période de projet, faut-il la déposer auprès de l'administration, donc DRITS ou DDETS à chaque fois? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Alors, il faut savoir que sur l'intéressement de projet, il y a un article dans le Code du travail. Donc, en gros, ça se résume à 4 ou 5 lignes. Donc, le reste, alors il y a quand même les règles de l'intéressement après qui s'appliquent, mais globalement, c'est très peu encadré aussi. Et donc, cette question-là, typiquement, ne l'est pas. Ouais, ça pourrait faire l'objet d'un avenant où on réajuste le périmètre. Ça pourrait, oui, ça peut, s'il y a un changement. Alors, c'est pour ça que nommer les gens, c'est possible, mais effectivement, potentiellement, si une personne part, ou une autre arrive plutôt, ça peut créer effectivement un décalage. Si on est plus sur des équipes entières, bon, voilà, ça pose pas de problème, ou sur des types de postes. Ou un nom de poste, par exemple. Ça veut dire que j'ai une personne qui part et une autre qui arrive à ce même poste. Je n'ai pas de sujet de remplacement. Donc, ça plaide un petit peu plus pour faire des accords d'intéressement de projet, plutôt soit si c'est une équipe, encore une fois, c'est facile, ou avec des noms de postes, des intitulés de postes, plus qu'avec des noms de personnes. Mais si on en vient à faire des noms de personnes, ce qui n'est pas interdit, donc ce qui est permis, ouais, je pense que c'est mieux quand on a un changement de faire un avenant pour être bien sûr qu'on soit calé entre ce qu'on a dit qu'on faisait et ce qu'on fait réellement, c'est-à-dire appliquer la prime à celui qui est arrivé et potentiellement plus à celui qui est parti. Donc, dans ce cas, est-ce qu'il y a un délai de conclusion de l'avenant pour qu'il soit applicable sur la période de calcul en cours? On est comme les avenants, entre guillemets, de droit commun ou ce sont d'autres dispositifs en termes de délai? Là, en fait, comme on n'est pas calé sur un exercice, typiquement, encore une fois, soit on a une période de calcul, il faudrait se caler sur une période de calcul, mais encore, même pas, parce que ça ne change pas la formule, ça change les gens qu'il y a dedans. À mon avis, il n'y a pas de délai. Je dirais qu'il faut le faire, faut pas le faire 2 ans plus tard, quoi. Ce serait assez logique. Mais en tout cas, on n'a pas de notion de délai sur ce sujet-là. Ok, parfait, merci Marie-Noëlle. Je te propose de traiter les questions vers 15h25 à la fin de cet épisode 4 de notre chronique du partage. Alors, quelques exemples de projets déployés que nous allons voir ensemble. Donc là, nous sommes dans un hypermarché de la côte atlantique. Donc, pour les fans de la côte atlantique, quelque part entre la Pointe de Grave et Hendaye. Le projet veut en fait intégrer et fidéliser les saisonniers d'avril à septembre, puisque c'est une part très importante du chiffre d'affaires du magasin. Il y a 200 salariés dans cet hypermarché. C'est un projet que la direction a souhaité voir s'appliquer sur 2 saisons, validé avec le CSE, et l'objectif du projet, c'est de limiter le turnover des saisonniers en cours de saison. Donc, ce turnover, il est mesuré à la date d'embauche plus 3 mois. La majorité des saisonniers sont embauchés en avril, mai, pour pouvoir être formés, opérationnels, connaître les procédures durant la pleine saison d'été. Donc, des indicateurs, des objectifs ont été identifiés. Et puis, il y a une trentaine de collaborateurs répartis dans 4 services. Et voilà ce qui a été fait. Donc, on a déployé un accord d'intéressement de projet sur 2 ans. On a identifié les salariés contributeurs sur chacune des phases, proposé un suivi des objectifs à mi-saison et en fin de saison. Et puis enfin, on a défini l'application de l'accord en fin de saison 2 par rapport à un référentiel
qui était la saison N-2, c'est-à-dire la dernière saison sur laquelle nous n'avions pas déployé ce type d'outil de partage de valeur, cet intéressement de projet. Communication très forte vis-à-vis du personnel et notamment des saisonniers dans le livret du saisonnier, qui était déjà remis à l'embauche des saisonniers qui arrivaient dans le magasin. Donc là, il y avait un focus qui a été fait avec des mots simples sur ce dispositif. Le budget, c'était 1 mois de salaire brut. Et puis, derrière, on avait classiquement un abondement à 50% et à l'ancienneté, avec une différence entre les moins d'1 an d'ancienneté, les 1 à 3 ans et les plus de 3 ans d'ancienneté. Donc là, c'est la première saison sur laquelle on va appliquer cet accord d'intéressement dans cet hypermarché. L'exemple numéro 2. Donc là, nous sommes sur une société de gestion, une jeune société de gestion, qui souhaite maximiser rapidement sa collecte nette, donc l'épargne qui lui est confiée nette des éventuels rachats qui sont effectués sur la même période de temps. L'exercice comptable est sur l'année civile. Le collège éligible donc, sont les équipes à la fois de la direction, mais marketing, commerciaux et également le back-office. Et pour les commerciaux, uniquement les commerciaux salariés de la société de gestion, en tout une quinzaine de personnes sur les 25. Donc l'objectif, c'est d'avoir à la fois une croissance de la collecte nette sur les clients déjà en portefeuille quand on démarre l'intéressement de projet, donc au premier jour de la période d'application de l'accord d'intéressement de projet, et puis une collecte en revanche plus ambitieuse sur les nouveaux clients, donc qui est une collecte qui progresse de plus 40% par rapport à la période précédente, de même durée que notre période d'intéressement de projet. Donc là, l'enveloppe varie entre 1 mois et 1 mois et demi de salaire. Au niveau de la répartition de l'enveloppe, donc déjà, on a associé les collaborateurs dans chacun des services en fonction de 3 statuts. Donc les seniors, qui pourront avoir jusqu'à 100% de 1 mois à 1 mois et demi de salaire, les confirmés qui auront 75% et les juniors qui auront 50%. Et on a défini aussi, comme le permet la loi partage de valeur, un minimum de rémunération sur cet intéressement, puisqu'il est réparti au prorata de l'AREM. On considère que tous les bénéficiaires, à minima, perçoivent un demi-pass sur la période de calcul de cet intéressement de projet. Donc, ce qui permet d'associer un peu plus favorablement certains alternants qui sont soit juniors pour la plupart, soit qui sont confirmés parce qu'ils sont à la fin de leur période d'alternance. Un troisième projet qui reprend un des exemples que Marie-Noëlle a partagé avec nous sur la partie précédente. Donc là, on est sur le déploiement d'un nouveau système d'information dans un cabinet d'expertise comptable. Donc là, le choix a été fait de migrer vers un CRM intégrateur, cabinet de taille moyenne, 25 salariés, un cabinet en province, avec un objectif de mise en production du CRM le 1er juillet 2025, donc le collège éligible, donc l'ensemble de la DSI du service informatique, et puis nominativement dans chaque service du cabinet, il y aura un correspondant projet CRM intégrateur et il fera donc partie des bénéficiaires de l'intéressement de projet si les objectifs, et en l'occurrence il n'y en a qu'un seul, c'est le livret en temps et en heure, les tests faits, et que ça fonctionne, bien entendu, le 1er juillet 2025 pour l'ensemble des services de l'entreprise. Donc là, on est à peu près sur 1 mois de salaire, puisque 8% de la masse salariale, c'est un petit mois de salaire brut, avec là encore une répartition 100% salaire. Bien entendu, l'intérêt de réfléchir sur comment dans l'entreprise je peux mettre en place un dispositif tel que l'intéressement de projet pour des collaborateurs clés dans la réussite du projet, plutôt que d'utiliser de la rémunération, il est là. Bien entendu, on va avoir avec l'intéressement une efficience de 90% sur ce variable restreint à une petite équipe. Et donc, on est vraiment dans le logique du partage de la valeur avec une optimisation fiscale, sociale. Sociale, elle est de droit.
pour les entreprises de moins de 250 salariés notamment, fiscale, elle est sur option du bénéficiaire qui pourra choisir de reverser tout ou partie de son intéressement de projet, qui est de l'intéressement pour un versement dans un plan d'épargne. Donc, le bénéficiaire pourra choisir de reverser tout ou partie de son intéressement à l'intérieur du plan d'épargne salariale en vigueur au jour du versement chez son employeur. RS que nous vous Ouais, Eric, proposons. Oui, Eric, je te coupe peut-être. Il reste deux questions sur l'intéressement oui, de projet avant oui, avant oui, de oui, passer au reste. oui. Je te laisse les aborder. Ouais, alors on a une question d'Élodie qui est: le plafond individuel d'intéressement de projet rentre-t-il dans le plafond d'intéressement global ou c'est un plafond en plus? Donc ça, on a déjà répondu à la question, Oui. mais c'est toujours bien de leur dire. C'est toujours le plafond collectif est le même, donc pour l'intéressement de projet et le supplément d'intéressement. Donc on garde le même plafond collectif et les mêmes plafonds individuels pour tous les types d'intéressement. C'est bien qu'on puisse cumuler, mais non, on est plafonné au même plafond par an. Peut-il y avoir, question de Bérangère, peut-il y avoir plusieurs intéressements de projet en même temps dans une entreprise? Oui, tout à fait. On peut mener plusieurs projets de front dans une entreprise en même temps et ils peuvent vivre leur vie complètement séparément avec évidemment les périmètres qui sont dedans, les gens qui sont dans le périmètre, qui seraient différents, une temporalité différente, une période de calcul différente. Enfin voilà, encore une fois, on rentre dans les mêmes plafonds, mais oui, on peut tout à fait avoir plusieurs intéressements de projet qui vivent leur vie en même temps au sein de l'entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Merci Marie-Noëlle pour ce point. Alors, les solutions RS, que pouvons-nous vous proposer? Eh bien, tout d'abord, un accord d'intéressement socle, simple à mettre en œuvre, notamment dans les structures de moins de 50 salariés, donc qui s'appelle RS Intéressement, avec un choix des dispositifs de déclenchement parmi une liste proposée, ainsi qu'un choix de définition de la prime globale d'intéressement. Donc, c'est soit l'utilisation d'un formulaire PDF et de plus en plus l'utilisation d'un formulaire sur le web dématérialisé et qui va générer après un fichier qui pourra être édité, signé ou signé électroniquement et transmis par le dépôt sur la plateforme Téléaccord auprès de l'administration. Donc, l'utilisation est simple. On va définir l'ancienneté des bénéficiaires, choisir le seuil de déclenchement, comment on définit la prime globale d'intéressement, quel est le choix de répartition individuelle. Et ça y est, votre accord d'intéressement, eh bien, il est fait. Et derrière, vous êtes en accompagnement sur la mise en place, la définition de cet accord d'intéressement. Donc, cela justifie d'honoraires facturés aux clients qui sont usuellement autour de 1 000 € hors taxe. Et puis, notre équipe sur le terrain, notre équipe commerciale, eh bien, va pouvoir vous assister pour définir votre futur intéressement de projet. Donc, on va utiliser en fait 3 phases pour construire l'intéressement de projet. D'abord, le définir et choisir les bénéficiaires, choisir les indicateurs et les objectifs, et ensuite, eh bien, définir montant et répartition individuelle de cet intéressement de projet qui sera appliqué sur une durée qui pourra varier, comme Marie-Noëlle nous l'a indiqué, usuellement entre 1 an et 5 ans. L'approche que nous avons pour les cas particuliers, donc elle va dépendre en fait qui est notre interlocuteur. Est-ce qu'on est en face d'une US? Est-ce qu'on est en face d'une holding? Est-ce qu'on a une problématique d'unité de travail? Est-ce qu'on est sur un intéressement de projet? Donc, par rapport à ces différents contextes, eh bien, avec votre interlocuteur RS en région, vous pourrez avoir une approche différente avec l'utilisation de différents outils RS pour traiter la problématique à la fois de l'intéressement ordinaire, voire de l'intéressement de projet, si effectivement un tel chantier est à démarrer ou à étudier dans l'entreprise. Donc, sur ces différentes cibles, sur ces
et différentes solutions que nous pouvons mettre en place. Mais vous avez les épisodes, Marie-Noël vous a rappelé qu'ils étaient en replay. Les supports également sont accessibles sur le site partenaire ou en écrivant, hein, vous avez les références régulièrement tout au long de la présentation sur l'adresse mail dédiée contact@rs-du6groupe sans e.com. La voici qui s'affiche en bas au milieu de cette diapositive. Cet intéressement, s'il produit une prime à distribuer, nous rappelons que pour qu'elle soit exonérée d'impôt sur le revenu, il faut que tout ou partie soit déposé à l'intérieur d'un plan d'épargne. Et c'est bien la partie versée dans un plan d'épargne qui fera l'objet d'une exonération d'impôt sur le revenu. Il faut donc un plan d'épargne. 2 plans d'épargne pour les structures de moins de 50, voire moins de 100 salariés sont proposés par RS. Donc, la version historique des plans d'épargne RS, celle qui a la gamme de gestion financière la plus large, celle qui a les modalités de paramétrage les plus importantes également, c'est RS Sélection. C'est aussi elle qui inclut un régime de participation volontaire à formule légale, prête à l'emploi. Et puis, un plan d'épargne, par exemple, hein, pour les entreprises, pour les filles d'une holding, pour des entreprises qui finalement ont juste besoin d'un réceptacle avec une gamme assez courte parce qu'elles vont faire un abondement très simple où elles choisissent majoritairement d'utiliser la gestion pilotée des plans à 5 ans, qui est une des souplesses que propose RS Gestion, donc le gestionnaire des formules de placement qui sont proposées à l'intérieur de nos plans d'épargne salariale, où là, eh bien, on va avoir une gamme recentrée autour des valeurs ISR des formules de placement choisies par RS Gestion et une tarification qui sera également plus simple que celle de RS Sélection. Voici les 2 formules de plan d'épargne salariale RS qui s'offrent à vous et à vos clients, avec toujours le support en région de l'équipe épargne salariale, l'équipe collective d'RS. Donc, nous sommes au plus près de vos cabinets, que vous soyez CGP, courtier ou expert comptable, pour pouvoir vous accompagner sur le déploiement de ces solutions innovantes de partage de la valeur auprès de vos clients. Eh bien, il est 15h21, c'est le temps de la conclusion, Marie-Noël, avant de prendre les quelques questions que nous avons. Rappelons qu'on est sur une mission de conseil avec l'intéressement de projet pur et dur. Donc, ces phases-là sont incontournables. On les a vues quasiment pour tous les chroniques du partage, pour chacun des épisodes depuis janvier, parce que dès que l'on veut mettre en place un dispositif de partage de valeur, eh bien, on est complètement dans une logique de mission de conseil, d'accompagnement, de la définition du dispositif de partage de valeur jusqu'à son adoption, incluant l'information des salariés, voire des élus représentant les salariés, et évidemment son application. Donc, c'est tout cet accompagnement qui est fait sur les petites structures par le binôme RS constitué d'un CGP, d'un courtier, avec un expert RS en région et très souvent avec l'appui de l'expert comptable du client. Les prochains temps forts du Chronique du Partage, eh bien, ce sont ces fameux décrets. Donc, ça donnera une pause méritée à nos scénaristes de tous les épisodes depuis janvier, parce que là, bien, nous serons sur une analyse juridique des fameux décrets qui, nous le souhaitons, paraîtront mi-mai et donc nous permettront de vous proposer de revenir vers nous pour un épisode numéro 5 à partir du 16 mai. Donc, n'hésitez pas à regarder votre boîte mail, à vous abonner au compte RS ou au compte de votre responsable en région, compte LinkedIn, pour effectivement être informé des derniers développements sur le partage de la valeur. C'est un des canaux de distribution et d'information, pardon, plus que de distribution ou de distribution d'informations, que nous privilégions pour vous faire connaître l'ensemble de nos travaux de réflexion sur cette thématique. Eh bien, reprenons quelques questions. Je vois que nous en avons 4, Marie-Noël. Oui, Je il y a te une laisse première question revenir vers nous. fiscale de Laurent qui nous dit effectivement comment imputer la charge sur un exercice si le projet se déroule par exemple sur 17 mois.
Ça, c'est une bonne question. Et un expert comptable pourra sûrement traiter plus efficacement que nous. Que nous, ouais. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on pourrait faire un prorata, mais voilà, je ne suis pas expert comptable. Donc, effectivement, Hein. bonne question pour un expert comptable. On peut imaginer que sur un projet, on a toujours des phases intermédiaires. On a des comités projets pour mesurer l'avancement du projet. Donc ça, si en comptabilité, on essaie de faire un parallèle, ça s'apparente à une charge constatée d'avance. Donc, qui peut faire l'objet d'une provision qui peut éventuellement être prise si au final, l'intéressement de projet ne se déclenche pas, par exemple, ou ne se déclenche pas dans les modalités et montants qui étaient initialement prévus. Je pense que c'est la manière la plus simple de le traiter, mais encore sous réserve qu'un expert comptable le confirme. Ouais. N'hésitez pas, Laurent, à vous retourner vers votre expert comptable préféré. Et une dernière question d'Élodie. Quel outil pour rédiger les intéressements de projet uniquement via accord sur mesure sur lequel on a une commission ou un outil de rédaction d'accord de projet en ligne? Alors, en ligne, non. On en est, comme l'a souligné Marie-Noël, vraiment au début des intéressements de projet. Donc, on utilise en fait une trame RS d'intéressement de projet à la main de votre interlocuteur en région. Et on est effectivement sur une mission de conseil où nous rétrocédons à notre partenaire inscrit à l'ORIAS ou à l'expert comptable qui est sous convention de service avec RS, ou les deux, eh bien, une partie des honoraires facturés aux clients et qui sont bien entendu initialement définis ensemble avant d'être présentés aux clients. Ouais, et puis ça me permet de reboucler sur le fait que, alors justement, l'intéressement de projet, il est très vaste et donc faire quelque chose de très encadré et compliqué puisque potentiellement, il doit vraiment pouvoir s'adapter au type de projet, à la durée, à la périodicité de calcul, enfin, à l'équipe, au périmètre, toutes les modalités que l'on a vues tout à l'heure qui en fait un outil extrêmement souple et malléable. Mais donc, du coup, c'est pas forcément simple à mettre dans un outil en ligne. Donc, c'est vraiment, ça s'accompagne vraiment, comme le disait Eric, d'une mission de conseil. Et avec ça, on pourra vous aider à la rédaction d'un accord qui sera complètement adapté au projet de votre client. Et en fait, l'accord d'intéressement de projet, finalement, c'est vraiment la définition de son moteur. Donc, l'équipe bénéficiaire, Ouais, les seuils de c'est ça, hein. déclenchement, la prime globale, la répartition, c'est hyper simple. C'est pas très Ouais. compliqué. Et puis, la période d'application, qui peut être un peu plus délicate à gérer. Mais du coup, c'est un document qui est assez compact, hein, puisque nous le rappelons une fois de plus, nous ne pouvons réfléchir à un intéressement de projet que si, au plus tard, simultanément à la conclusion de l'intéressement de projet, il y a un accord d'intéressement en place qui couvre l'intégralité des salariés de l'entreprise. Donc, on fonde vraiment sur les dispositions d'ordre public de l'intéressement, hein, sur les mises en paiement, le recueil d'options, etc. On fonde Oui. l'intéressement de projet sur ce socle qui est l'intéressement ordinaire. Donc, c'est vraiment l'ingénierie sur ces points qu'on a évoqués ensemble, Ouais. Marie-Noël et moi, où là, on a une vraie mission de conseil et là, c'est à très forte valeur ajoutée. Ouais. Ouais. Alors, Stéphane nous demande si un Ah chef oui. d'entreprise peut faire partie d'un intéressement de projet, quel que soit son statut. Donc, j'imagine, quel que soit son statut, on doit entendre TNS article 62, Ouais. BNC, BICBA, et puis assimiler salarié. Ouais. Alors là, contrairement à l'intéressement classique, la réglementation sur le peu de réglementation qu'il y a sur l'intéressement de projet parle de salariés à chaque fois. Et donc le mandataire social assimilé salarié, même lui, je ne suis pas convaincue. Donc, le non salarié, ça, c'est sûr que non. Et l'assimilé salarié, je ne suis pas forcément très à l'aise. On parle vraiment de salariés, on ne fait pas du tout référence aux bénéficiaires comme dans l'intéressement classique ou dans les bénéficiaires, on entend les mandataires sociaux, assimilés salariés ou pas, les chefs d'entreprise
NS et les conjoints collaborateurs. Là, il est vraiment expressément dit dans les textes salariés. Donc, par mesure de prudence, j'aurais tendance à dire que ce ne sont vraiment que les salariés. À l'instar de la PPV, de la prime Macron, quelque part. Oui, ouais, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une différence avec l'intéressement classique pour le coup. Parfait. Avons-nous d'autres questions? Il est 15h29. Nous avons 1 minute d'avance par rapport à l'horaire de fin Incroyable. qui était initialement prévu. On se bonifie avec le temps sur le respect de l'horaire. Il faut quand même le souligner. Écoutez, il y a une question supplémentaire. Allons la voir. C'est Laurent qui nous remercie. Merci Laurent. Merci Laurent, ça fait toujours plaisir. Merci Laurent. Écoutez, si vous n'avez pas de questions supplémentaires, si vous en avez qui viennent après avoir terminé ce webinaire, n'oubliez pas l'adresse mail contact qui figure sur cette carte et qui vous permettra de partager vos réflexions post-webinaire avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de cette chronique du partage qui sera, on en est quasiment sûr, consacré à ces fameux décrets, hein, Marie-Noël. Et donc, n'hésitez pas à surveiller votre boîte mail, n'hésitez pas à vous abonner sur le compte LinkedIn d'ERES et de votre correspondant en région pour être sûr de bien avoir la date. Et pour notre jolie région, Nouvelle-Aquitaine, retenez les dates du 6 juin pour La Rochelle, du 12 juin pour Bordeaux et du 18 juin pour Biarritz, à 9h à chacun de ces jours, là, sur ces lieux-là, pendant 1 heure, j'animerai en présentiel pour nos partenaires Orias et experts comptables qui s'inscrivent, 1 heure d'infos sur le partage de la valeur avec les derniers développements et on pourra reparler très probablement de décrets ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de venir le 6 juin à La Rochelle ou le 12 juin à Bordeaux, ou 18 juin à Biarritz à partir de 9h. On a trouvé des lieux sympas pour avoir cet échange ensemble. Merci beaucoup, Marie-Noël. Merci, Eric. Merci à tous et à très bientôt. Bonne journée. À très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.